Bon vendredi, bienvenue sur les ondes de Boulevard en 102 en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer 3 beaux jours de congé pour la plupart puisque samedi, dimanche et lundi, il y a énormément de gens qui seront en vacances. Puis en plus, bonne nouvelle, et ça, c'est assez rare au Québec, c'est 3 beaux jours de température qui, somme toute, est adéquate pour la plupart d'entre nous. Un genre de 24, 25, 26 degrés le samedi, dimanche, lundi. Donc, profitons-en les amis, c'est l'été qui nous quitte puis qui va laisser place à l'automne dans les prochaines semaines. Ce soir, on va certainement passer un excellent 60 minutes puisque le Doc Boucher vient faire son tour. Right. Et là, il est devant moi. Salut mon ami! Salut Yannick! Très content de te voir, Doc. Ouais, moi aussi content d'être là. Oui, pour les gens qui t'entendent pour la première fois, docteur en quoi? Docteur en médecine expérimentale, donc il faut expliquer que je suis un gars formé en recherche médicale. Moi, ma spécialité, c'est le métabolisme, la physiologie de l'exercice. Ouais. Beaucoup aussi l'aspect psychologie de l'exercice que j'ai joint à ça, psychologie sportive. Et donc, je suis pas un médecin qui fait de la pratique médicale. Je suis vraiment un gars qui a un doctorat, donc de baccalauréat, maîtrise, doctorat à l'université. Moi, je suis allé au doctorat en médecine expérimentale. Tu as fait de la recherche pendant des années. Ouais, laboratoire de physiologie. Tu as eu l'occasion de rencontrer des athlètes. C'est-tu en fin de semaine ou cette semaine, en fait, que je voyais un de tes posts là, où il y avait des joueurs de hockey du junior, je pense. Ouais. Tu as mis quelque chose sur ton Facebook. Là. Hey, ben, c'est le fun que tu ramènes ça parce que moi, j'ai testé avec mon ancien collègue François Whittam, les Flyers de Philadelphie. Qu'on a fait, moi, j'ai été là de 1999 peut-être à 2004. Puis ça a toujours été un champ qui m'intéressait, mais quand on allait là, c'était du gros équipement, des analyseurs de gaz portables. Tu traversais les douanes avec ça. Tu avais toujours peur de te faire retourner au Québec. C'était, tu sais, le stress. Là. Ben, tu sais jamais si le douanier, la compréhension du matériel que tu vas lui présenter, tu sais jamais s'il va comprendre c'est quoi, s'il va l'accepter. Exactement. Fait que là, on avait des brokers, en tout cas en douane, qui remplissaient toutes sortes de papiers. OK, faut que tu fasses ça. Ah ouais, c'était complexe. C'était complexe. Puis, est arrivé les biosenseurs, tu sais, les montres cardio, avec des accéléromètres et tout ça. Puis à un moment donné, arrive à ma clinique quelqu'un qui vient faire des tests. Puis je lui demande, tu fais quoi, toi? Ben, dis-moi, je suis ingénieur électrique, puis je fais de la mesure de temps, là, avec un RFID. Puis, explique-moi ça. J'ai dit, écoute, moi, je fais de la mesure, tu sais, sur glace, de joueur, mais c'est compliqué. Y a-t-il des choses qu'on pourrait faire pour mesurer la puissance sur glace, puis tout ça? Puis il s'appelle François Ruel, puis il me prend son iPad, puis on est dans les premières batches d'iPad, puis il dit, tu sais ça, là, quand ça tourne, ton écran tourne, c'est un accéléromètre. Puis il dit, moi, je suis capable d'aller chercher des informations à travers ça. Quand l'écran tourne, c'est un accéléromètre. Ouais, c'est ça, c'est un gyroscope, accéléromètre. OK. Fait qu'ils ont tout ça là-dedans. Fait qu'il dit, moi, il dit, avec les téléphones, ils sont la même affaire. Ouais. Fait qu'il dit, je pourrais observer, voir si on peut pas tirer les informations de ça. Puis il dit, écoute, on pourrait voir s'il n'y a pas une business à faire avec ça. Finalement, il part, puis il me revient, puis il me dit, écoute, Denis, il dit, ouais, je suis capable de sortir les informations. Puis il dit, on pourrait même faire un test sur glace pour le fun, pour tester. Fait qu'on il y avait un contact avec un joueur professionnel en Europe, puis il vient faire les tests. Il me sort les informations. J'hallucinais. Tu sais, quand Hubble, le télescope, il a fait le premier champ profond, là, puis ils ont découvert qu'il y avait des milliards de galaxies dans l'univers, j'ai eu à peu près le même buzz. J'ai dit, voyons, je peux pas avoir autant d'informations avec un téléphone aussi petit qu'on a patché à la poitrine, qu'on a joint à un moniteur cardiaque. Finalement, moi, ce que je suis allé sortir par la suite, c'est comment tu mesures l'accélération sur glace, comment tu calcules la résistance de la glace, la résistance au vent, pour créer un algorithme que quand le joueur partait, on avait la puissance initiale, la puissance sur chaque coup de patin, la fréquence cardiaque liée à ça. Donc, on avait des courbes de progression en fonction des capacités des joueurs. Donc là, c'était hallucinant. On a fait nos premiers tests avec les Tigres de Victoriaville. Ouais. Et on a eu des résultats exceptionnels avec les Tigres. On a eu une belle collaboration à l'époque. On a sorti des résultats qui étaient passionnants. Et là, je rappelle en 2011 mon ancien contact qui est Jim McCrossan au niveau des Flyers. J'ai dit, écoute Jim, j'ai développé un nouveau test sur glace. Au lieu que ce soit un long test de VO2 max, c'est un test all-out. On demande aux joueurs de patiner au maximum de leur capacité pendant 3 minutes jusqu'à les épuiser. Ça t'intéresse-tu? Il dit, Denis, tu peux-tu venir me faire une démo en juin? Mettons qu'on est en avril. En juin, on descend, on fait une démo. On a un joueur qui est là, on fait la démo du test. Il dit, parfait, il dit, tu vas venir en septembre. Fait qu'en septembre, on allait faire les tests, fait qu'on testait l'équipe école.
On testait les rookies puis les joueurs des Flyers comme tels. Et là, après ça, moi, je présentais les résultats puis qu'est-ce qu'ils devaient améliorer. Et juste avec les résultats, tu pouvais leur dire voici ce qu'ils devaient améliorer. Mettons, je sais pas moi, ça poussait avec le patin droit, ça poussait avec le patin gauche. Hey, écoute, c'est exactement ça parce qu'il y a un joueur, on J'ai l'air de rien, mais j'étais bon à l'époque. Non, t'étais vraiment bon. Mais il y a un joueur, on arrive, on fait l'analyse, puis je compare la jambe droite avec la jambe gauche. Puis je vais demander au joueur, j'ai dit, toi, ta jambe gauche est plus faible que ta jambe droite. Y a-tu quelque chose qui va pas? Ben, il dit, je viens de finir de la réadaptation, puis là, je t'apprends à recommencer à jouer. Ben, j'ai dit, il faudra peut-être que tu poursuives la réadaptation parce que tu as tellement un déséquilibre apparent que tu risques de te reblesser. De nouveau. Tabarouette, t'imagines-tu à quel point cette information-là est extrêmement pertinente à donner aux joueurs? Quand tu payes un gars 10 millions, ouais. S'entends-tu que ça vaut la peine? C'est clair. Donc, on est arrivé à cette dimension-là. Puis, je te donne un autre exemple. Qu'est-ce que tu veux savoir d'un joueur? Moi, j'ai besoin d'un joueur rapide qui est capable de donner tout puis sortir. Ben, mettons, le joueur est capable de maintenir une puissance maximale pendant 8 secondes. OK? Mais hey, c'est des bêtes. Fais-tu du vélo? Oui. Ben, du vélo, pas comme tu l'entends, mais oui, je fais du vélo. Tu fais du vélo. Si tu as quelque chose mesuré le wattage, là, ouais. Mets ton vélo à 300 watts, là, puis essaie de donner un coup de pédale. Ben, ces bêtes-là, c'est à 300 watts, paf, instantanément. Minimum, là. Ouais. C'était hallucinant. J'ai pas de misère à croire. Moi, j'ai eu la chance, je pense que je t'en avais déjà jasé dans nos premières chroniques, là, mais j'ai eu la chance de jouer à l'Arpi pendant que les gars ils étaient en lockout dans la Ligue nationale de hockey. Puis les gars de la Ligue nationale de Québec jouaient à l'Arpi. Puis il y avait besoin de joueurs pour de cônes, en fait. Il y avait besoin de cônes pour pouvoir les contourner pendant des situations réelles de match. Fait que je me suis offert comme cône. Mais voyons donc, tabarouette, des joueurs de la Ligue nationale qui viennent à l'Arpi, ils demandent s'il y a des joueurs qui veulent jouer avec eux autres. Il y en a qui payent des milliers de dollars pour jouer avec eux autres. Moi, je dis, regarde, je lève ma main, j'y vais. Mais on va jouer à défensive avec eux autres. Puis, tu sais, au niveau de... Là, ça va faire un peu bizarre ce que je dis, mais dans le vestiaire, là, tu voyais qui étaient les power forward. Ouais. Tu voyais qui étaient les joueurs de défense. Il y avait une différence de physique. Puis, je te donne un exemple comme ça. Éric Bélanger, qui a joué, si je ne me trompe pas, c'était à Los Angeles, Éric Bélanger qui jouait. Tu sais, un petit joueur trapu. Tu regardais le haut du corps, tu te disais, ben, tu sais, il est comme toi et moi. Là. Ouais, non, mais il est gens. Là, il doit pas faire un job ben physique. Si, boire. Tu regardais les cuisses, là, c'était des jambons. Les skis aux jambiers, c'était plus gros que le devant de ses cuisses. Ah oui? C'était la première fois de ma vie que je voyais ça. Non, mais c'est des machines. Non, les joueurs ont changé physiquement dans le temps parce qu'avant, ils développaient le haut du corps. Mais il faut que tu penses que si tu veux de la puissance sur glace, il faut que tu traînes ton corps. Ouais. Fait que tu veux un haut de corps plus mince avec des jambes extrêmement puissantes. Ce qui fait qu'on arrive avec des caractéristiques pour identifier les joueurs puis faire des propositions aux préparateurs physiques, dire voici comment tu devrais entraîner ton joueur. Ça, après ça, c'était la seule fois qu'on a fait les Flyers parce que c'était compliqué pour nous autres le développement. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ça nous a amené à être connus par l'armée canadienne. On a travaillé en collaboration avec l'armée canadienne pour évaluer des exosquelettes. Donc, un exosquelette, c'est une membrane que tu mets à l'extérieur du corps dans le but de diminuer la charge mécanique puis que le soldat se fatigue beaucoup moins. Fait qu'on a travaillé là-dessus. J'ai fait beaucoup de conférences aux États-Unis sur la modélisation humaine. Donc, comment, avec des mesures dans un contexte précis scientifique, tu es capable de prédire à quel moment la personne va se fatiguer dans le sport, à quel moment, sur un mouvement répétitif, elle devrait arrêter parce qu'elle va être épuisée ou elle augmente ses risques de blessure. Ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation humaine. Il y avait de la modélisation humaine de base. Nous autres, c'est plus de la modélisation prédictive parce qu'on arrivait avec une stratégie de mesure dans un contexte particulier. Un joueur de hockey, c'est à la glace. Comment tu mesurais un joueur de hockey sur un tapis roulant? T'en as rien à foutre de sa condition physique sur tapis roulant. Tu veux connaître sa condition physique sur glace. Exact. Donc, c'est ça qu'on est arrivé à faire. Donc, on a fait beaucoup de recherches, de collaboration avec l'armée canadienne là-dessus. À un moment donné, mon partenaire François Ruel, il est aux États-Unis, il est à un congrès, puis il se met à jaser avec quelqu'un, puis qu'est-ce que vous faites, vous, M. Ruel, dans la vie? Ben, il dit, moi, j'ai une compagnie qui s'appelle M2M Lab, puis avec mon collègue, le Dr Boucher à Québec, puis on travaille sur des biosenseurs. Hey, il a dit, moi, je suis pour la National Space Biomedical Institute, l'Institut national spatial de biomédecine. Elle dit, nous autres, là, on met en contact les scientifiques, avec des scientifiques qui travaillent dans ce domaine-là avec la NASA. Pourriez-vous venir présenter chez nous? Parce que nous autres, on est intéressés à ce que vous faites pour la mission sur Mars. Et shit.
on s'est ramassé à Houston à présenter à la National Space Biomedical Institute ce qu'on faisait pour les biosenseurs. Le problème, comme on n'était pas des entrepreneurs extraordinaires, on était des scientifiques. On a comme laissé tomber cet aspect-là. Sauf que récemment, pourquoi j'ai republié le post, c'est que je suis chez nous. Je sais que les biosenseurs ont nettement évolué, qu'on est passé du téléphone avec des affaires de 3 cm par 4 cm. Je contacte mon chum François Ruel, parce qu'on avait dissous l'entreprise il y a quelques années. Je dis, écoute François, as-tu du temps? J'ai dit, parce que ce serait peut-être le fun de relancer ça. Ouais, il dit, Denis, t'as raison, parce qu'il dit, moi, il dit, je viens de vendre ma business, puis je vais avoir du temps pas mal. Fait que là, il dit, hey, il y a un nouveau biosenseur, il y a un nouvel système qui vient de sortir, il dit, je t'envoie ça, il dit, je fais les analyses. Il m'envoie ça, c'est à 3 cm par 4 cm. Tu branches ça sur une petite batterie, tu mets ça sur le téléphone, tu branches le moniteur cardiaque. J'ai les mêmes données que j'avais dans le temps avec des straps, des kits épouvantables. Fait que là, on est en train de réduire. Et ce qui est extraordinaire, ce que tout le monde aimait, les scientifiques, quand on allait présenter, c'est notre modèle de modélisation prédictive. C'est-à-dire, le monde disait, comment vous arrivez à faire pour comprendre ce qui va arriver? Parce qu'eux autres évaluaient un champ de données incroyable, mais il y avait tellement de données qu'ils n'étaient pas capables de comprendre ce qui se passait avec. Fait que moi, je leur disais, écoute, nous autres, c'est qu'on a besoin d'un contexte. En ayant un contexte, je reviens aux joueurs de hockey sur glace, je suis capable de déterminer les variables dont j'ai besoin en fonction des objectifs de la compagnie. Et quand j'ai ça, j'ai un modèle prédictif pour un joueur. Je connais l'objectif de l'équipe. Je suis capable de vous dire qu'est-ce qui manque. Donc, je suis capable de faire une prédiction. Et comme je connais son temps à l'épuisement, je connais sa puissance, je suis capable de vous dire, si vous le gardez à tant de temps sur la glace, il n'arrivera plus à rien après 15 secondes. Ouais, c'était ma prochaine question. Dans le cas où une équipe de hockey de la Ligue nationale vous donnez une chance d'évaluer les joueurs sur 20 matchs, es-tu capable de savoir ceux qui trichent, ceux qui ont besoin peut-être de plus de repos, ceux qui... Ah ouais, tu vas voir, parce que dans le fond, quand je t'évalue une première fois, je vais avoir une courbe de tes capacités dans un état frais. Okay. Sur 20 matchs, je vais comparer 20 courbes différentes en fonction de sections différentes. Et là, je vais voir comment ta courbe évolue. Et là, je vais dire, ben voici ce qui se passe. Et là, mes questions vont être, manges-tu assez? Dors-tu assez? Ouais. Est-ce que tu t'entraînes trop? Quel type d'entraînement est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais un entraînement qui est adapté à tes qualités musculaires et physiologiques? Ou tu fais quelque chose qu'on te dit qui n'a pas rapport à tes besoins à toi? Tu vois qu'on part d'un thème général qui est l'entraînement à quelque chose de très chirurgical au niveau de l'entraînement, qui est tout à fait fascinant comme façon de travailler. Moi, je suis un sportif de salon. Là, quand je vais voir, mettons, au centre Bell, voir le Canadien, je vois qu'il y a des joueurs qui sont des joueurs exceptionnels, mais qui n'en donnent pas tout le temps comme ils devraient en donner. Parfois, ils se laissent traîner un peu sur la surface. Fait que je me dis, ces gens-là sont talentueux, mais ils ont les cordons du cœur qui traînent dans la marde. Mais si toi, tu pouvais les évaluer, écoute, tu pourrais peut-être dire, t'as peu, là, oui, il y a de l'air de ça sur la glace, là, mais c'est peut-être parce qu'il dort pas assez. C'est peut-être parce qu'il y a des troubles de sommeil. Il manque peut-être de telle affaire dans son système. Carrément. Ouais. Puis la chose, je regardais parce qu'il y avait un reportage sur des gens qui font une étude scientifique pour essayer de déterminer si un joueur va être bon, qu'est-ce qu'il va faire, s'il va être capable de franchir la Ligue nationale. Moi, je l'avais rien qu'avec ces tests-là. C'est une variable, la puissance. Un joueur de la Ligue nationale, un joueur qui était capable de faire la Ligue nationale devait générer 300 watts en partant. En bas de 295, je savais qu'il ne ferait jamais la Ligue nationale. Y en a-tu qui donnent plus que ce que techniquement ils devraient donner? Dans le sens? Des gens d'exception. Tu sais, mettons un Brendan Gallagher, petite opulence, mais quand même assez carré des épaules. Il a le cœur gros comme le centre Bell à Montréal. C'est pas le gars qui a le plus gros des talents offensifs, mais il est quand même capable de donner son 100%. Mais quand tu le regardes aller, tu te dis, il me semble qu'il en donne plus que ce qu'il devrait donner. Tout le temps à 150%, peut-être moins des dernières années parce qu'il s'est fait varger pas pire. Là. Mais des gars comme ça, toi, tu les voyais-tu dans le junior en disant, Criff, tu sais, je regarde, il pourrait te donner ça, mais finalement, il dépasse encore plus les attentes. Ah oui, tu le vois. Oui. Ben, il y en a un qu'on a testé à l'époque des Tigres, qui est allé faire la Ligue nationale après. Là. Puis son test dépassait tout le monde. Tu le voyais, là, c'était évident que c'était nettement supérieur à tout le monde. Fait que quand tu avais le joueur qui pompait, qui arrivait à faire juste 275 watts,
ben, après 10 secondes, il était vidé, puis tu savais que c'était pas bon, puis quand il faisait l'aller-retour, il tombait, ou tu le voyais là, de par les données qu'il le ferait jamais. C'était impossible. C'est sûr que tu vas dire, il y a une notion de génétique, oui, il y a l'entraînement et tout ça, mais il y a des gens qui n'y arriveront jamais parce que c'est des athlètes au top. Le hockey, c'est le sport physiologiquement le plus complexe. Parce que là, tu demandes de la puissance, tu vas demander à certains moments de la résistance et tu vas demander de l'endurance. Parce que si un joueur commence à jouer plus qu'une minute sur la glace, tu comprends, il faut qu'il gère ses affaires différemment, il n'est plus dans la même zone de dépenses énergétiques. Ça te prend des gens avec des capacités extraordinaires et toutes ces capacités-là se retrouvent très rarement. Prenons un exemple, un gars comme Guy Lafleur. Ouais. C'est un gars qui, lorsqu'il arrivait en situation de match, performait, survolait sur la glace. Il était au-dessus de tout le monde. Mais lui, l'été, il ne s'entraînait pas. Il fumait la cigarette à l'année, buvait un verre une fois de temps en temps. Il arrivait au camp d'entraînement et là, il commençait à s'entraîner au camp d'entraînement. Il commençait à refaire son cardio et tout ça. Il était une coche au-dessus de tout le monde. Alors qu'il y en a qui devaient être à l'époque des athlètes qui faisaient attention à la façon dont ils mangeaient. Ils s'entraînaient régulièrement, faisaient leur petit jogging. Guy Lafleur, du moins dans les entrevues que j'ai entendues, il se donnait pas vraiment là, quand il jouait pas au hockey. Non, je vais te faire un parallèle avec le soccer. Ils ont fait une analyse des joueurs de soccer professionnels, déterminer qui étaient les meilleurs. C'est ceux qui se déplacent le moins. C'est ceux qui s'épuisent le moins. Parce que t'en as qui courent partout comme des clowns, tandis que les meilleurs vont moins se déplacer, mais ils ont une perspective du jeu incroyable. Puis à un moment donné, j'avais vu un article sur Wayne Gretzky à l'époque, parce qu'il est plus du hockey de mon époque, qui disait que lui, sa perception du jeu est incroyable. Il entendait un coup de patin, il pouvait quasiment savoir c'était qui. Il était où le gars, il allait se positionner comment, il s'en allait vers où, c'était-tu un joueur de son équipe, d'équipe adverse. Il y avait une espèce de perspective en 3 dimensions qui est scientifiquement, on n'est pas capable de comprendre ni d'évaluer. Fait que des gars exceptionnels comme Guy Lafleur, Wayne Gretzky et d'autres joueurs comme ça, ils ont cette capacité perceptuelle que tu n'as pas. Puis pour te faire comprendre une capacité perceptuelle, aujourd'hui, je t'embarque dans une F1, puis je te dis, Yannick, va piloter à 300 km/h, tu te tues, parce que ça passe trop vite pour ta capacité perceptuelle, tu n'es pas capable de comprendre ce qui se passe, tu te tues. Mais le pilote de F1, lui, ça passe au ralenti. Ça s'appelle un lundi. Ben, c'est ça. Tu vois toutes ces dimensions passionnantes au sport. Ouais. Et c'est dommage qu'au Québec, je disais à un de mes clients, écoute, moi, je ne fais que 10% de tout ce que je pourrais faire dans mon domaine. Parce que, un, il manque de budget. Deux, c'est pas tous les athlètes qui veulent se rendre là. C'est pas tous les équipements, tu sais, ça coûterait une fortune pour avoir tous les équipements pour analyser tout ça, mais il y a cette possibilité d'aller comprendre l'humain en mouvement dans différentes disciplines. Si on faisait ça, on ferait des bons géants. C'est clair. Tu sais, à un moment donné, tu m'as dit, Yann, il y a quelqu'un que je connais qui faisait de la course à pied, puis il m'a envoyé, il trouvait qu'il y avait des difficultés, il m'a envoyé des images vidéo de sa course à pied, puis j'ai tout de suite trouvé le problème, il y avait un angle de pied qui semblait pas... Oui, il y avait un pied qui attaquait bien droit, l'autre pied attaquait vraiment en angle externe, puis c'est sûr que... Et c'était un gars qui courait sans se fatiguer à 17 km/h. Il fallait qu'il atteigne 20 km/h avant de commencer à s'épuiser. Imagine le rythme de pas à 20 km/h et l'impact, c'est du micro, mais c'est du millimétrage. Ouais. C'est du micro-mouvement, mais les impacts entre la jambe gauche et la jambe droite, l'impact au genou, sur la hanche, ne sont pas les mêmes. Ben c'est ça. Tu as un déséquilibre énorme. Tu sais, moi, je suis pas vraiment un athlète dans l'âme, mais je fais mon petit jogging une fois de temps en temps, puis je m'aperçois que je suis capable de courir longtemps, mais le lendemain, j'ai tout le temps mal à des places, mais je sais que c'est parce que je marche mal. Tu sais, je marche un peu en pingouin, puis quand je cours, c'est à peu près la même affaire. Puis c'est tout le temps la hanche droite qui mange un coup. Puis tu sais quoi? Quand tu m'as dit cette affaire-là, moi, je suis quelqu'un qui s'ajuste, là, j'essaie de prendre des erreurs des autres. Là, j'ai essayé de courir les pieds droits. Au Mont-Bel-Air, j'ai essayé de courir les pieds droits. Puis le lendemain, j'avais pas mal à la manche. Tu vois? Juste parce que j'ai modifié ma façon de courir. Mais dans mon cas, à moi, c'est physiologique. J'ai toujours eu les jambes un peu croches. Mais juste en courant normalement, puis en mettant les pieds bien droits, le lendemain, j'avais pas mal à la manche. Oui, alors que j'ai tout le temps mal à la manche. Je vais t'expliquer ce que tu as fait sans le savoir. C'est qu'en corrigeant ton angle, le corps humain, lui, sa capacité quand il marche ou quand il court, c'est de reprendre l'énergie du sol pour se propulser. Et donc, tu as les tendons et les muscles, c'est un système élastique qui va, lui, accumuler de l'énergie quand ton talon touche au sol, pour la repropulser dans ton corps. Mais quand tu as les pieds mal... Et ça, il faut que ton pied soit bien placé, ton genou soit dans le bon axe,
pour vraiment que la propulsion se fasse par tes hanches vers le haut de ton corps. Mais si tu as les pieds à l'externe, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est un impact au sol et tu n'as pas de retour de force. Donc, ce que tu fais, c'est que tu travailles musculairement beaucoup plus en l'absence de ce retour de force. Et là, tu cognes. Boum, 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 boum. Puis l'impact, qu'est-ce qu'il se fait? Ça se fait dans ton corps, à la hanche. Puis tu sais, c'est quelque chose que je traînais depuis, même quand je te dirais, tu joues au décaqué, là, puis j'avais tout le temps, systématiquement, le lendemain matin, j'ai mal à la hanche. Là, au décaqué, je suis pas capable de corriger ma course, mais pour ce qui est de la course à pied, quand je peux y réfléchir, c'est-à-dire mettre tes jambes droites, ça fonctionne bien. Puis ben, c'est en raison du fait que tu m'as parlé là, de cette histoire-là d'athlète qui t'a envoyé des images vidéo, mais c'est fou pareil à quel point lui tu l'as aidé. C'est incroyable. Mais faut qu'il y pense. Oui, c'était long. Hey, on était 2 mois à le travailler. Là. Ouais. 2 mois, il me renvoyait des vidéos. Non, t'es pas correct. Denis, je pense que je suis correct. Non, regarde comme il faut. Mais je vois pas, Denis. Prends le temps de regarder la vidéo 20 fois. C'est certain, moi, je n'ai analysé des dizaines. Mon œil est fait à ça. C'est pas toi qui cours. C'est ça en plus. Donc, et là, à force de le voir, oui, j'ai compris. Là, il a modifié et amélioré. Parce que aux vitesses où il court, c'est un athlète d'élite. Là. Donc, tu peux pas te permettre d'avoir un angle mal placé, il se blesse. Puis c'est ça la même affaire au hockey, mettons dans la Ligue nationale de hockey, des gars qui n'ont pas un coup de patin là, avec McDavid, qui est un coup de patin absolument parfait, là. Mais Brad Richards, je sais pas si tu te souviens de ce joueur-là, c'était quelqu'un qui attachait à peine ses lacets, ses patins, là, tu voyais qu'il y avait un lousse en arrière. Il patinait pas bien. Il a quand même réussi à être tout un joueur dans la Ligue nationale de hockey, mais il s'est retiré très 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 rapidement. Je me souviens pas si c'était en raison de blessure, mais il s'est retiré très rapidement. Mais quand tu patines pas comme les autres, tu peux pas avoir les mêmes performances qu'un McDavid qui a un coup de patin parfait. Maintenant, le coup de patin de McDavid est enseigné dans les écoles de hockey. Mais oui, il est enseigné. Parfois, ça peut être une erreur parce que son coup de patin est en fonction de sa biomécanique. OK. Et il est en fonction de lui. Tu peux tenter d'enseigner ça à quelqu'un puis carrément il détruire la vie. Je vais te donner un exemple. Dans les écoles, moi, quand j'ai fait les tests, tu comprends que j'avais le nombre de coups de patin qui se faisaient. Ouais. À l'époque, les écoles de hockey enseignaient aux joueurs, si tu veux avoir une bonne technique de patin, il faut que tu fasses une longue poussée. Exact. Très longue poussée. Mais nous autres, c'est pas ça qu'on a observé. Là. C'est pas ça pantoute. C'est que les jeunes s'épuisent parce que les fléchisseurs de la hanche s'épuisent rapidement avec les longs coups de patin. Les meilleurs étaient ceux qui faisaient de moins, à l'épuisement, là, à haute vitesse, étaient ceux qui raccourcissaient leur enjambée pour faire des coups de patin très rapides. Je l'ai même publié parce que suite à mes tests sur glace, j'ai publié pour une maison d'édition un livre qui s'appelle Weight Training for Hockey, The Ultimate Guide. Et puis j'ai publié ça là-dedans. Et c'était vraiment une révélation parce qu'on a une perception subjective de ce qui devrait être fait. Mais ça n'a jamais été mesuré. Ben non, je veux dire, on se basait sur ce qu'on avait vu avant puis on le réenseignait. Donc tout ça, moi, c'est de la mesure. Et même si tu me montres une bonne technique, ma question va toujours être, est-ce que la technique est adaptée à la biomécanique de cet être humain? Okay. Tu sais, la longueur des jambes, la façon de travailler, la physiologie musculaire, le développement musculaire, tout ça va être très différent d'un individu à l'autre. Doc Boucher, avec l'avènement des montres intelligentes, c'est une question d'un auditeur qui m'avait été posée par texto au dernier de tes passages dans Marceau Soir. Avec l'avènement des montres intelligentes, est-ce que toi tu conseilles les montres intelligentes pour les athlètes? Est-ce que ces gens-là peuvent apprendre de leurs montres intelligentes? Tu sais, les rapports qui sont dit, ben regarde, t'as fait tant de kilomètres, tant de temps, ton cœur battait à telle vitesse. Écoute, je trouve, parce que comme je suis beaucoup d'athlètes qui suivent leur montre cardio, quand ils me font le rapport de ce qu'ils comprennent de leur montre et des données qu'ils ont, ils sont à des années-lumière de ce qui se passe vraiment. Les gens ont de la difficulté à comprendre, à faire des parallèles entre leurs dépenses énergétiques, leur fréquence cardiaque, la charge de travail. Oui, ils ont plein de données, mais ils sont perdus dans les données. Tu sais, un soir, tu t'installes sur Netflix, tu dis « je voudrais écouter un film ». Tu as tellement de choix que tu ne sais plus quoi choisir. Mais c'est la même affaire. Ils ont tellement de données placées hors contexte. C'est-à-dire, bon, ben, je suis allé faire telle course en montée, il y avait un dénivelé de je sais pas, 250 mètres. Puis là, ils essayent de se comparer avec une course qui était sur terrain plat, puis ils essayent de voir, mais ça n'a aucun rapport. Tu mélanges un tas de données dans des contextes différents. Le premier contexte qu'on doit avoir,
c'est ta cinétique de consommation d'oxygène. C'est-à-dire ton test de VO2 max, qu'est-ce qu'il me donne, jusqu'à quelle fréquence cardiaque tu brûles des lipides, à quel moment tu commences à produire de l'acide lactique, à quel moment tu en accumules, c'est quoi ton VO2 max, ça j'ai ta courbe, j'ai ton contexte à toi. Maintenant, je prends ce contexte et je vais le positionner dans un autre monde, qui est le monde où tu vas aller courir avec un dénivelé de 250 mètres ou sur terrain plat. Quand on a fait les exosquelettes, c'est exactement ce qu'on a fait pour l'étude. On a mesuré chaque joueur sur un test, chaque soldat sur un test de VO2 max. Après ça, il y en a qui montaient avec l'exosquelette, pas d'exosquelette, avec une charge de 70 livres, 120 livres, peu importe. Et là, on comparait la courbe de base avec la courbe qui se passait sur le terrain. Et là, on était capable de faire des prédictions, on était capable de quantifier. Ouais. Mais Okay, les gens font pas ça. Non. Donc, ils sont perdus et ils vont interpréter des données tout croche la plupart du temps. OK. C'est une mode aussi. C'est une très grosse mode d'avoir le monde regarder leur montre aux 30 secondes puis pas savoir ce qu'ils font avec. J'ai-tu fait de l'apnée du sommeil? Ben oui. Pas Ouais, puis ce qu'il faut comprendre, je te donne un exemple. Les gens vont se fier, comme moi je dis à mes clients, quand je fais un test avec mes clients, je suis capable, moi, de déterminer leurs dépenses énergétiques personnelles en fonction de la fréquence cardiaque. Si tu prends ta montre, elle va te donner une dépense énergétique, mais c'est en fonction d'un algorithme d'accéléromètre. Fait que si tu bouges beaucoup le bras, l'accéléromètre est toujours activé. Ouais. Si tu bouges moins le bras, il l'est moins. Tu peux avoir des marges d'erreur de jusqu'à 30% au niveau de la calcul de dépenses énergétiques. Ouais. C'est majeur. Tu sais, il y a des gens qui vont faire le VO2 max. Le VO2 max est le même que ce que la montre a donné, à quelques pourcentages près. Je dis, OK, oui, mais maintenant, elle te donnait quoi cette information? Tu n'avais pas tout ce qui se passe avant la fin. Ton VO2 max, c'est la fin. Quand tu arrives à la fin, tu sais rien de ce qui se passe avant, et toi, tu veux t'entraîner en fonction de repousser ton VO2 max quand c'est peut-être pas ton VO2 max que tu dois repousser, mais la zone où tu brûles des lipides que tu dois repousser. Et ça implique de ne plus t'entraîner à haut niveau. J'ai un de mes clients qui est en... Tu vois qu'on parle plus le même langage. Ah, je juste la tête que l'athlète te fait. Hein? J'ai un athlète de CrossFit, pas un professionnel, mais quelqu'un qui est très bon en CrossFit. C'est un de mes clients, je parlais avec cette semaine. J'ai jeté à terre toutes ses croyances. Et il dit là, Denis, il dit notre compétition, on devait monter une montagne avec un sac de 50 livres. Il dit, parce que moi j'appelle le monde souvent les clowns d'entraînement, il dit les clowns sont partis en courant, ils se sont épuisés. Moi je t'ai écouté, je suis parti en marchant. Je suis arrivé en haut de la montagne, j'étais à 135 battements minute, il était tout mort. Là, je suis redescendu à toute vitesse parce que c'était très facile pour moi. Et je les ai tous passés. Donc, j'ai gagné, j'ai remporté cette course-là. OK. Mais encore là, on rentre dans une notion de gestion des réserves énergétiques. Tous les clowns d'entraînement, ils veulent tout faire à haute intensité le plus vite possible. Mais tu es une machine biologique. Au moment où tu as vidé tes réserves énergétiques, tu auras beau avoir la meilleure volonté du monde, te faire croire que tu es hot, que tu es tough, que tu vas y arriver, ton corps ne suivra plus. Mais quand tu comprends ton corps, tu comprends ses limites, tu comprends la physiologie, comment tu transites dans l'utilisation de tes réserves énergétiques en fonction de ta fréquence cardiaque, et que tu gères ça, tu dépasses tout le monde, même les meilleurs, parce que les meilleurs se comportent comme des imbéciles. J'espère qu'ils auront compris le message. Ah, ça, je pense pas, ça va être long. Denis Boucher pour le service des plaintes. Hey, parlant de service des plaintes, c'est lundi ou mardi, j'ai rencontré un homme tout à fait formidable. C'est un gars qui fait du base jumping, c'est un gars qui fait du parachutisme, c'est un pilote d'avion, un gars super intéressant. Il aime ça être dans les airs, lui. Il aime ça être dans les airs, puis il a commencé, je pense, autour de 18-19 ans, le base jumping et tout ça. C'est un adepte de sport extrême. Il a 68 ans aujourd'hui. Okay. Il a les cheveux longs, c'est la grosse moustache à la Pablo Picasso. Un homme super intéressant. Puis après l'entrevue, j'ai pensé à toi, je me suis dit, il faut que je parle de ça, Denis. Il a commencé à me parler du régime cétogène, keto, puis du jeûne alternatif. Cauchemar. Mais tu sais quoi? C'est fucké en maudit comment moi je suis fait, OK? Parce que quelqu'un qui... On dirait que j'étais... Bon, c'est sûr que si c'est une belle fille qui me dit ça, je vais toujours croire ce qu'elle me dit, mais... Tu sais, moi, quelqu'un qui est pas en shape, OK, puis qui me parle de régime cétogène, puis keto, puis jeûne, on dirait que j'ai de la misère à embarquer dans ses patentes. Mais le monsieur de 68 ans, Denis, top shape, il a les épaules carrées, tu sais, je veux être de même à 68 ans, là.
Puis là, il me vante le régime cétogène, il me vante keto, puis le jeûne intermittent. Puis on dirait, je me dis, ben Criff, pour lui, ça marche, tu sais. Puis il a de l'air à y croire. Pourquoi, moi, ça pourrait pas fonctionner? Ou bien pour quelqu'un... Ben, ça va être toujours la question que tu vas te poser. Mais tu sais, encore là, moi, il m'aurait dit ça. Je fais le régime cétogène. Ah non, ça marchera pas. Moi, je vais lui dire, combien de grammes de glucides consommes-tu par jour? Ah non, c'est ça. Tu sais, puis s'il me répond, je consomme pas de sucre, ben si t'as mangé 2 pommes, t'as mangé une pomme et un orange, t'es fini, t'es plus T'as dedans. mangé du sucre, c'est ça. T'as mangé des glucides. Tu sais, il y a toute cette dimension de ce que le monde te dit et ce qu'ils font vraiment. Mais il m'a parlé, puis il dit, Yann, j'ai jamais été aussi en forme que ça depuis que je suis sur cétogène, keto, puis jeûne intermittent. Puis je me dis, les gens là, qui le prennent en adulation, puis ils ont raison de le prendre en adulation, c'est tout un homme à 68 ans. Là, il a eu une super belle carrière, il a fait le film avec Guillaume Lemaitre-Vierge, Les pieds dans le vide. Les gens qui l'écoutent parler, c'est sûr qu'ils ont le goût d'embarquer dans les régimes cétogène puis keto. Là, parce que lui, pour lui, ça semble fonctionner. Mais pour moi, ça se peut que ça fonctionne pas pantoute. Ben, ça se peut que ça tu détruises même ton métabolisme. Et mon collègue Michel Lucas, qui est docteur en épidémiologie nutritionnelle, fait sur mon site le programme Médecine culinaire pour tous. Et il a fait un petit post cette semaine expliquant que l'American Heart Association a investigué toute la science pour déterminer les modes alimentaires les plus efficaces. La diète cétogène en fait pas partie, Montignac en fait pas partie, puis toutes ces cas. La crème Bodwig! Ils ont-tu mis la crème Bodwig? Mais la réalité, c'est que tu arrives avec la diète méditerranéenne, ce que mes clients, moi, tournent le plus parce qu'ils n'ont pas le choix avec ce que je leur propose. Ça, c'est plus de poissons? Oui, c'est ça, plus de poissons, plus protéinés. Ils vont aller vers les poissons, plus de gras, polyinsaturés, monoinsaturés dans l'alimentation. Y a-tu du tofu? Ben, si t'en veux, t'en prends, mais t'es pas obligé. C'est dégueulasse le tofu. Ouais. Ma blonde, elle me fait manger ça à la maison. Ouais, t'es pas capable? Ben, je suis capable parce que, tu sais, comme toutes les blondes là, qui veulent ce qu'il y a de mieux pour leur conjoint, tu sais, ils vont essayer de cuisiner ça de façon à ce que tu t'en rendes pas compte. Ouais, mais tu t'en rends compte pareil. Ben, moi, je m'en ai rendu compte. Je l'avoue manger du tofu, ça fait quasiment 1 an. Là, je vois les petits cubes, là, ça n'a pas l'air de fromage. Mais sais-tu ce qui est le problème aussi, c'est que dans ces modes alimentaires-là, les gens finissent par croire qu'un aliment va changer leur vie. Ben non. Quand c'est tout un ensemble de facteurs qui vient jouer. Et le monde veut croire à toutes ces conneries-là. C'est ça qui est étrange. Tu sais, quand j'en reviens à Michel Lucas, puis les modes alimentaires, ben, tu as la diète cétogène, la diète DASH pour diminuer la tension artérielle. Il y a une autre diète dont je me souviens plus le nom avec plus de poissons. Mais ça se résume à ça, là. Donc, c'est un mode de vie et non pas des modes alimentaires comme la diète cétogène ou paléo puis ces affaires-là. Les gens ne maintiennent pas ça à long terme. Et si tu vas dans les populations les plus en santé, c'est les gens qui adoptent ces styles alimentaires. Mais ça devient sectaire. Tu sais, quand tu parles du keto, là, c'est sectaire parfois. Tu sais, il y a des gens qui sont bien calibrés et tout ça, mais Isabelle Huot, que tu connais bien, ben oui. Tu sais, à un moment donné, elle s'est posé des questions à savoir si elle avait besoin de bodyguard pour sortir de chez elle. Parce je sais, elle m'en a parlé. Elle t'en a parlé, tu sais. Parce que quand elle parlait du régime keto, là, les gens devenaient hyper agressifs. Tu sais, Isabelle Huot, elle paye 100 livres. Tu sais. Et moi, quand j'ai fait... Oui, se faire menacer de mort. Ben, parce que j'ai fait une petite vidéo à un moment donné que j'ai appelée la diète cétogène, la diète de la mort. Et j'expliquais que c'est ce qui se passe quand tu es en train de mourir de faim, la diète cétogène. Okay? J'expliquais la physiologie en arrière. Je me suis fait menacer, insulter. J'ai une clinique médicale à Montréal. Il y a un employé qui m'a envoyé des insultes et des menaces par Internet parce que les gens, la vidéo avait été pas très populaire, puis les gens rentraient et ils disaient est-ce que je vais mourir en faisant cette diète-là? Je disais pas qu'il allait mourir, je disais que c'est ce qui se passe quand tu es en train de mourir de faim. Ouais. Que tu n'as plus de réserve énergétique, tu n'as plus d'apport en glucides suffisant. Écoute, j'ai été obligé d'écrire à la clinique. J'ai écrit au médecin-chef, je disais, hey, là, si vous arrêtez pas, là, c'est la police. C'est la police. Je n'ai plus jamais entendu parler. Mais tu comprends qu'à quel point le monde est fou. Là. Mais ça devient sectaire, pourquoi? Je comprends pas. Moi, je veux dire, mettons j'essaye quelque chose. Mettons que j'essaye le jeûne intermittent. J'ai des chums qui ont essayé ça, puis ça a duré 2 semaines, ils ont perdu 1,5 livre, ils m'en ont parlé, puis après ça, ils ont passé à d'autres choses. Mais ces gens-là, qui m'en parlaient, là, ou ben moi, là, qui absorbais ça, cette information-là, ah, ben le jeûne intermittent, sans savoir que je le pratique déjà. Ben oui, c'est exactement. Moi, je mange à 18h, puis le lendemain, je remange à 7h30. Fait que je mange pas pendant plus de 12 heures. Mais je deviens pas fou, est-ce que? Ben, c'est parce que t'es pas un gars qui a besoin d'une religion dans sa vie pour fonctionner. T'as pas besoin de te faire dire par les autres quoi penser. Tu es capable de réfléchir par toi-même.
Mais il y a tellement de gens qui ont besoin d'un guide, d'un gourou, de quelqu'un qui va leur dire quoi faire, comment penser, comment se comporter. Puis c'est plus facile quand tu es lâche. Quand tu ne veux pas réfléchir à ta vie, que tu ne veux pas réfléchir à tes comportements, tes habitudes de vie, puis que tu n'es pas satisfait de ce que tu as, mais tu ne veux pas faire les efforts, ben ça te prend un gourou qui va te dire comment penser, quoi faire, puis qui va venir te rassurer quand tu n'es pas bon. Fait que ça t'évite de faire les bonnes choses. Ça peut peut-être aider au départ, mais à long terme, ça peut te nuire. Ben, ça va te nuire à long terme. Ça va te nuire à long terme. Les gens, tu sais, on revient à la diète cétogène, puis ceux qui veulent le faire, faites-le. J'en ai rien à foutre personnellement. Mais les gens qui ont des pertes de poids rapides, j'en ai un client, il rentre. Il me dit, il me paie, là, OK, pour suivre mon programme. Mais il décide de faire la diète cétogène. En même temps. En même temps. J'ai dit, non, ça n'a pas d'allure. Et là, il rentre et il dit, Denis, j'ai perdu 12 livres. Rapidement, c'est extraordinaire. Mais moi, j'avais tout mesuré. Pour 1 gramme de glucides que ton corps... 1 gramme de glycogène, OK? Ça, c'est l'amoncellement de glucose en réserve, de glucides dans ton corps en réserve. Pour 1 gramme que tu stockes, tu as besoin de 2 à 3 grammes d'eau. Pour 1 gramme que tu perds, tu vas perdre 2 à 3 grammes d'eau. Fait que lui, quand il est embarqué sur ma balance, parce que moi, je mesure l'hydratation, sur les 12 livres, il y en avait 9 en eau de perdu. T'es déshydraté. Il était juste déshydraté. Donc, ce qui est spectaculaire pour tout le monde de voir une perte de poids rapide est une perte de poids malsaine parce que quand j'ai évalué sa masse musculaire, oui, il avait perdu du gras, mais il avait aussi perdu de la masse musculaire. Et la perte de masse musculaire au niveau de la perte de poids est un prédicteur de reprise de poids rapide ensuite. Ah oui, OK. Donc, moi, ce que je veux éviter avec mes clients, c'est pour ça que je fais des mesures par bioimpédance, où ils vont me rentrer leurs données. Et c'est bien important pour moi qu'il y ait un maintien ou une augmentation de la masse musculaire. S'il y a une perte de masse musculaire, je sais qu'ils ne mangent pas assez, qu'ils n'ont pas assez de calories, pas assez de protéines, ou que l'équilibre protéines-lipides-glucides n'est pas le bon. Et là, on va réajuster le tir. Mais quand tu n'as pas de données, comment tu veux comprendre ça? Ah, c'est ça. Tu vas suivre le clown gourou que tu as envie de suivre. Ouais, tu sais, je te l'ai dit la dernière fois que tu es venu ici, ma blonde a fait un lien entre, parce que ma blonde a recommencé à s'entraîner et tout ça, puis elle a fait un lien entre l'entraînement et le poids. Puis là, j'ai dit, attends un peu, là, ça marche pas nécessairement de même. Là, tu sais, elle a un 13% de gras. Là. Elle s'est fait tester, là, elle a 13% de gras pour une fille. C'est trop bas. C'est pas beaucoup. Puis la fille a dit, mais avec le corps, l'entraîneur a dit, avec le corps que tu as, c'est correct, 13% de gras. Mais effectivement, elle dit la même affaire que toi, c'est pas beaucoup. C'est trop bas. C'est trop bas selon toi? Trop bas selon moi. OK. Mais bref, là, ma blonde a dit, ouais, mais là, je pèse 120, là, j'aimerais ça peser 114. Mais elle s'entraîne, là. Fait que tu comprends qu'elle court, elle fait des exercices pour les jambes. Là, c'est des filles, fait qu'ils font des exercices pour les fesses. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive avec son poids? Elle augmente, elle prend de la masse musculaire, puis elle capote, puis elle veut maigrir. Exactement. Mais elle fait pas la différence dans les variables de la composition corporelle, qui est le poids, la masse grasse, la masse maigre, le taux d'hydratation. Toi, tu comprends tout, là. Mais elle, là, elle n'a pas tes connaissances, là. Puis là, j'essaie d'expliquer qu'il faut qu'elle arrête de se peser, là. Ben oui. Il faut qu'elle arrête. Non, mais tu t'entraînes les fesses, tu t'entraînes les cuisses, nécessairement, ça devient du muscle. Ton taux de gras peut-être même encore baisser, mais ton poids va augmenter. Même si elle garde le même pourcentage de gras, même si elle garde la même quantité de gras, je te donne un exemple, qu'elle a 12 livres de gras, OK? Si elle augmente sa masse musculaire, son pourcentage de gras va diminuer parce qu'elle va avoir plus de poids. Mais là, ça remonte vers le 10%, hein, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. C'est quoi la masse, mettons, la masse de gras qu'on peut avoir sur le corps? Un poids santé, moi, chez mes femmes, je les arrête à 28%. Tu les appelles mes femmes? Ouais, mes clientes. J'aimerais ça être rendu là. T'aimerais ça non, mais je pourrais pas, mais il faut que je te fasse une confidence. Ça fait 21 ans que je suis avec la même femme, puis on se marie le 9 septembre prochain. Okay. Fait que j'aurai pas de mes femmes avec moi. Je vais en garder une. C'est ça. C'est mes femmes. Fait que tu dis c'est 20? C'est 28% le poids santé. Moi, quand il arrive à 28%, même il y en a que j'arrête à 32%. Ben, mettons 50, 60 ans. Arrête, là, t'es bien. Et parce qu'en bas de 28%, c'est un effort majeur. À 24%, je dis écœurez-moi plus, je ne veux plus jamais vous entendre parler de perte de poids à 24%. Mais quand tu es rendu à 13%, écoute, moi, des bonnes athlètes, je les avais à 17%. Puis s'ils voulaient baisser, je les faisais manger plus parce que je trouvais que ça n'avait pas d'allure. OK. Un si bas pourcentage de gras.
Mais c'est ça, elle est suivie. Son entraîneur a dit 13%, c'est vraiment bas, mais avec la shape qu'elle a, elle m'a dit que c'était correct. Là. Fait que c'est ce qu'elle m'a dit en fait. Là. OK. Moi, je te dis que c'est pas correct, mais elle en fera ce qu'elle voudra. Je vais lui dire ce que t'as dit. Elle t'aimera pas. Je le sais qu'elle m'aimera pas. Comme bien les gens d'ailleurs, mais je vis bien avec ça. Je vais éloigner un homme de plus d'elle. Denis a dit que t'es pas assez grosse. Et hey, je pense qu'elle va t'appeler. T'as pas assez de gras. Hey, ouais. D'après moi, j'ai reçu un coup de batte de baseball dans derrière la tête. Tu voulais nous parler, Doug Boucher, tu voulais nous parler du dopage sportif. Hey, oui. Il y a beaucoup de reportages sur Netflix que j'aime bien sur le dopage sportif. Je sais pas si tu as vu Icarus ou Icarius. Oui. T'en as un autre, là. C'était un Américain. Ils ont fait du dopage sportif avec les gens d'athlétisme. Le baseball. C'était un gars qui connaissait rien. Il a eu des recherches scientifiques. Il a fait ses propres dosages de stéroïdes. Il a shooté ça. Tout le monde le prenait pour un docteur. C'était un gars sans formation. Puis donc, il a répandu ça. Et les drogues mêlées les plus souvent, t'as la testostérone, les stéroïdes, t'as l'hormone de croissance. La testostérone, c'est des stéroïdes? Ouais, c'est des stéroïdes. C'est ce que tu augmentes dans ton corps, les stéroïdes anabolisants. Donc, c'est un dérivé de la testostérone. C'est un dérivé, tu vois, ouais, je l'ai mal exprimé, c'est un dérivé de la testostérone. Et ça, donc, quand tu shoots de la testostérone, des stéroïdes, le message, c'est augmente ta masse musculaire. Ça, les stéroïdes ont été créés dans les années 50 pour les hommes. C'était de la médication. Là. C'est pour des hommes qui avaient des problèmes de testostérone trop basse. OK. Comme tu arrives à l'andropause, il y en a qui ont des problèmes parce que tu as une chute dans la testostérone. Puis, comme les femmes avec la ménopause, ben, les hommes vont avoir des problèmes. Et là, ils ont créé ça. Ils ont développé ça, les stéroïdes. Mais là, quand ils se sont rendus compte que ça pouvait développer la masse musculaire, ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est arrivé dans les sports. Et là, bon, puis après ça, ben, il y a d'autres drogues qui sont arrivées, l'hormone de croissance, la combinaison testostéroïde avec hormone de croissance. Puis pour les athlètes d'endurance, tu rajoutes l'érythropoïétine, okay, qui fait augmenter l'hémoglobine dans le sang. Plus tu as d'hémoglobine, donc plus tu as d'oxygène, parce que l'oxygène se lie à l'hémoglobine. Et ça, donc, ça permet à tes muscles de fournir plus de travail. C'est capoté. C'est hallucinant. Puis, juste faire un aparté, là, c'est pas un surplus de testostérone dans le corps qui fait en sorte que tu as une perte de cheveux? Ouais, c'est ça, oui, ça va jouer. Ce que tu vas avoir, il y en a qui vont perdre leurs cheveux, il y en a qui vont développer plus de boutons, il y en a qui vont avoir des problèmes de fertilité parce que les testicules vont shrinker. Ouais. Je pose la question pour un ami. Là. Ouais. S'il nous reste des cheveux à 40, 50, 60 ans, c'est pas parce qu'on n'a pas de testostérone. Non. Okay. Bon, okay. Je vais dire ça à mon ami. Non, c'est vraiment génétique parce que, peut-être l'expliquer, là, les gens qui perdent leurs cheveux, c'est que la testostérone se transfère en dihydrotestostérone. OK. Il me semble que c'est ça le nom. Et c'est ça qui va faire la perte qui va affecter tes cheveux. Et il y en a qui ne le sont pas parce que génétiquement, il n'y a pas de problème, mais il y en a d'autres que oui. Ouais, parce qu'un de mes chums, on l'appelle Coco depuis ses 21 ans. Là, il n'y a pas de cheveux sur la tête, il a tout perdu. Puis il me disait, c'est parce que j'ai un surplus de testostérone, les gars, vous ne pouvez pas comprendre ça, vous n'avez pas assez. Il nous écœurait. Ouais. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Okay. Mais sauf que le fait de, te shooter aux stéroïdes peut augmenter le risque que tu perdes. On s'entend, là, c'est totalement illégal, là, mais... Oui, c'est ça, il faut dire. Mais quand tu jases avec des gars qui utilisent ces produits-là, ils t'en parlent comme si c'était tout à fait normal. Ben oui, carrément. C'est rendu une normalité, les autres, de quand ils font ce sport-là. Moi, c'est un de mes chums qui fait des compétitions d'hommes forts. Un de mes chums, c'est une connaissance. Là. Puis il me disait, tu sais, Yann, la plupart des gars en prennent. Là. Tous les gars en prennent. Ben, trop d'athlètes en prennent. Mais là, je te ramène à l'hypocrisie par rapport à ça. Ouais. C'est qu'on veut des athlètes qui performent. On les pousse dès le jeune âge à valoriser la victoire, et ça commence avec les parents. Okay, si tes parents t'ont pas poussé à vouloir la victoire, t'ont pas encouragé à être un gagnant, on s'entend-tu que ça sera pas une religion pour toi, ça sera pas une valeur importante. Mais quand on t'y a fait croire depuis que t'es jeune, et qu'on t'apprend que si tu perds, t'es un loser, que t'es plus rien, ben qu'est-ce que tu veux? Tu veux gagner. Mais à un moment donné, quand tu vois que tu as des limites dans tes capacités, ou tu vois d'autres prendre des produits de même, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir tendance à aller prendre des produits. Et là, nous autres, la société qui valorise la victoire, on dit, mais on veut des athlètes sains, pas dopés. Donc, on va se créer des organisations pour antidopage pour essayer de mesurer ça. Que là, on comprend qu'il y a bien des stratégies pour contourner ça. Et là, quand un athlète
On le crucifie sur la place publique parce qu'il s'est dopé. On dit c'est épouvantable, garde-moi donc ça, ça n'a pas d'allure. Quel hypocrite. Il avait fait ça avec le gars qui remportait tous les championnats de vélo. Lance Armstrong. Lance Armstrong. Hey, puis je vais revenir à Lance Armstrong. Mais tu comprends-tu comment c'est la société qui est hypocrite et non pas les athlètes? Lance Armstrong, j'avais publié un article dans le Journal du Québec expliquant la drogue, c'est illégal. Je suis contre l'utilisation des drogues dans le sport. Mais Lance Armstrong, quand il était un des meilleurs, qui a gagné, c'était pas le gars en meilleure condition physique. Il y avait un VO2 max de 84, puis il y en a qui avaient des VO2 max de 88, puis il y en a qui frôlaient le 90. C'est pas la drogue. La drogue lui a permis d'être parmi les meilleurs, de se démarquer des meilleurs. Ça, on peut pas le nier. Mais c'est parce que c'est un super athlète qui est là, qui a gagné. C'était un super athlète, puis c'était le meilleur des dopés. C'est le meilleur des dopés. C'est carrément ça. Et ce que j'ai de la difficulté, c'est toute cette hypocrisie de la société par rapport au dopage. Et que c'est nous autres qui amènent les jeunes athlètes à se doper de par notre amour de la victoire, du dépassement, à quel point c'est important. Écoute, j'écoutais un reportage, encore sur Netflix, sur le football collégial, universitaire aux États-Unis. Je me souviens plus l'entraîneur. Un malade mental. Un fou raide. Mais l'équipe a gagné 4 des championnats nationaux. 3 sur 4 des championnats nationaux. Tout le monde était heureux. Mais c'était des athlètes misérables. Comment il y en a qui se sont scrappés, détruits. C'est encore là, ça revient à cette notion de religion. Où on implante dans la tête des jeunes, il faut que tu sois le meilleur. Si tu perds, t'es un pas bon. Les parents crient après leurs enfants s'ils ne remportent pas une victoire ou à la moindre échec. Les enfants finissent par y croire. Et la seule alternative, si tu veux être parmi les meilleurs, alors que les meilleurs sont dopés, il faut que tu te dopes. Tu sais, le jeune ne prendra pas la chance de dire « je vais essayer d'aller compétitionner contre un gars qui se dope ». Tu sais, pourquoi tu as des compétitions de culturistes et des compétitions de culturistes naturels? Parce que tous les culturistes sont dopés aux stéroïdes. C'est parce que la discipline demande ça. Le culturisme, c'est la seule discipline où tu es obligé d'être dopé. Tu comprends? Ouais, j'écoutais le truc d'Arnold Schwarzenegger. Là. Oui, bien lui aussi. Il expliquait très bien. Il pouvait pas être gros de même sans stéroïdes. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Cette hypocrisie générale m'affecte. Parce que c'est nous qui amenons les jeunes à devenir des athlètes dopés. Et au moment où on les prend à s'être dopés, on les crucifie sur la place publique. Voyons donc, bande d'hypocrites. Tu es un gars qui regarde beaucoup les athlètes. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée des hommes trans dans des disciplines de femmes? Ben non, ça n'a pas de sens. Même si on abaisse leur taux de testostérone au même niveau que celle des femmes, il va toujours y avoir un petit hype de plus au niveau du physique. Oui. Tu vas toujours avoir de masse musculaire, peu importe. Fait qu'il va falloir qu'ils fassent de quoi? Ben oui, mais c'est pas compliqué. Biologiquement, t'es quoi? T'es un homme ou t'es une femme? Fait que biologiquement, ben voilà. T'es un homme. Tu vas compétitionner dans... Mets ta robe si tu veux. Compétitionne dans les hommes. D'un gars, ça me dérange pas. Tu sais, moi, que le monde ait l'air de ce qu'ils voudront, ça me regarde pas dans la vie. Mais quand tu arrives en compétition, tu as des bases biologiques très évidentes. Ouais. Homme et femme, c'est binaire. Je peux pas modifier la biologie, même si tout le monde dit « Moi, je vais être non-binaire. » Je suis désolé, la base, c'est ça. Ça, c'est inacceptable, selon moi. C'est la même chose que tu dirais « OK, on va prendre 3 athlètes, eux autres, ils ont le droit d'être dopés, puis les autres, vous n'avez pas le droit de vous doper. » Ça marcherait-tu, selon toi? Ben non, ça marcherait pas. Ben, c'est la même affaire. OK. Parce que, tu sais, j'écoutais ce qu'il disait, puis en même temps, tu sais, les femmes ont toujours démontré plus d'ouverture envers les gens qui étaient différents, ont toujours démontré plus d'empathie, puis là, ben, ils reçoent un peu la claque d'en face. C'est-à-dire, bon, ben là, vous avez accepté que les athlètes trans participent à vos Jeux olympiques, puis vos disciplines, mais là, ils sont en train de chialer parce que là, les gars y arrivent, maintenant, c'est rendu des femmes. On leur donne un produit qui fait baisser leur niveau de testostérone, puis ils sont capables d'avoir des meilleures performances que les meilleurs des athlètes. Ben c'est normal. Donc ça, c'est une injustice. Mais on peut pas les mettre des Paralympiques, là. Non, mais même avec les hommes. Mais c'est pas des hommes. Ben, il y a c'est ça qu'ils vont dire.
Ouais, mais tu peux pas... Regarde, moi, c'est pas compliqué, là. Moi non plus! Est-ce qu'on veut de la justice ou on en veut? Moi, si on arrive et on dit tout le monde accepte que les hommes trans aillent avec les femmes, c'est fini. Et que tout le monde va accepter ça. Il n'y aura plus de filles. Il n'y aura plus de filles dans la discipline. Ben, c'est ça. Bon, ben, moi, ça me dérange pas. Mais si tu me demandes, logiquement, est-ce que ça devrait être fait? La réponse, c'est non. C'est une injustice. C'est la même affaire si je te dis, il y a 3 athlètes qui ont le droit d'être dopés dans la compétition, mais tout le reste, vous n'avez pas le droit. Ouais. Tu sais, ça n'a pas de sens. Il va falloir qu'ils se penchent là-dessus parce que les Olympiques s'en viennent. Oui. Ben ça, c'est pour moi qui va aller régler le problème, tu peux être sûr. Ah non, puis la personne qui va vouloir régler le problème, là, je veux dire, il faut qu'elle surveille son entourage, sa maison va se faire passer au feu. Ah non, bonne chance. Bonne chance. Ah non. Écoute, je voudrais même pas du problème. Parce que, tu sais, je comprends les filles de se plaindre. Je comprends les gars comme toi, tu sais, qui s'y connaissent en mécanique là, chez l'humain, dire, mais là, ça n'a pas de bon sens parce que là, c'est le gars, même s'il a eu sa transformation, puis on abaisse son niveau de testostérone, c'est sûr qu'il va aller gagner les disciplines, tu sais, parce que lui, il était déjà super bon dans ce domaine-là. Fait que je sais pas. Mais pourquoi qu'on ne crée pas une division trans? Ben, ça serait les mettre à part. C'est ça mon. Pourquoi? Moi, je pense comme toi. Sexe assigné à la naissance, tu participes côté homme ou côté femme. Oui. That's it. Mais tu comprends qu'eux autres, ils ne se sentent plus comme ça. Fait il va y avoir une guerre, là. C'est sûr qu'il va y avoir une guerre qui va... Oui, mais il va y avoir une réalité biologique qu'il va falloir tenir compte. Mais tu sais, si tu arrives à un entre-deux, tu as homme, tu as femme, que tu as un écart au niveau de la masse musculaire, puis tu arrives avec trans où on a diminué ta... Ben, crée une ligne à part. Je sais pas. Mais bref. En tout cas, c'est ma solution. On parlait du keto tantôt. Là, ouais, c'est la même affaire. La secte keto, là, il y avait des gens qui étaient assez craqués. Je peux te dire que de l'autre côté, il y en a des gens qui sont craqués, qui voudront pas être à part. Mais bref, un dossier à suivre. Ouais, mais comme je te dis, si on me demande d'aller réfléchir à comment le régler, j'y vais pas. Hein. Il y a personne qui va aller là. Tu vas te faire accuser de tous les maux de la terre. Là. Ouais. Oh, oui, je sais. Puis en plus, personnellement, là, t'as beau t'habiller comme tu veux, être qui tu veux, c'est tes affaires. On a tous les mêmes droits dans la société. Arrange-toi comme tu veux, sois qui tu veux. C'est ton droit le plus profond. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand on arrive à des endroits où il faut démarquer, mesurer, quantifier, et qu'il y a des avantages que tu as encore qui ne devraient pas être là, ben, il faut commencer à réfléchir. Est-ce qu'un jour, on va voir des filles dans la Ligue nationale? Je pense pas. Non. Parce que de plus en plus, tu sais, moi, j'ai vu arriver ça au deck, c'est sûr que j'ai 20 ans d'écart avec la jeune fille qui vient jouer avec nous autres. Là. Elle joue dans une ligue d'hommes, puis elle est parmi les 3-4 meilleurs joueurs du club. Elle est extrêmement forte, que ce soit physique. Au niveau de la vitesse, ben, tu comprends qu'elle est un peu moins vite que les gars, mais son QI hockey est plus élevé que la moyenne des ours. Puis elle joue avec nous autres, puis les gars de l'autre équipe au départ, quand on commence, là, ils la surveillent pas, puis à la fin du match, ils sont tout le temps en train de la surveiller parce qu'elle la met tout le temps dedans. Moi, j'ai espoir qu'un jour, il y a des filles qui vont sortir du lot, peut-être pas avec leur vitesse, peut-être pas avec la force de leur lancer, mais au niveau du QI hockey, puis au niveau des techniques de patinage, j'ai l'impression qu'un jour ça va sortir, parce que c'est de moins en moins violent dans les nationales de hockey. Là. Les mises en échec, je pense qu'on essaie de les éradiquer totalement. Oui, il va toujours en avoir. Écoute, j'ai mesuré la puissance des hommes sur glace, j'ai jamais mesuré la puissance des femmes sur glace. Et il est où l'écart? Moi, majeur. Je veux dire, les meilleurs Canadiens, l'équipe canadienne ont joué contre une équipe midget 3A puis ils ont pas battu. De gars, là, ouais. Ils ont pas battu. Bon. Mais là, c'est ça. Mais un jour, est-ce qu'il y en a une qui va sortir du lot, une genre de Sidney Crosby féminin qui va être capable de faire ce qu'elle fait avec les filles, avec les gars? Peut-être un jour. Peut-être. Puis écoute, c'est assez. Ben écoute, moi, encore une fois, ça n'a pas d'importance. Fais-moi faire un test à l'aveugle. OK? Ouais. Fais-moi, je teste les joueurs. Okay? Je sais pas c'est qui, je sais pas quel sexe. Donne-moi son poids, sa grandeur, on l'équipe. Go, faites le test, dites-moi pas c'est qui, envoyez-moi les résultats. Puis si mes résultats démontrent que cette personne-là a la capacité d'être dans la Ligue nationale, peu importe son sexe, vas-y. Mm-hmm. Tu comprends?
C'est ça, c'est juste ça qu'il faut arriver à déterminer. Parce qu'à partir du moment où il y a des mises en échec, puis ça brasse comme ça brasse, là, actuellement, dans la Ligue nationale, c'est sûr et certain que ça fonctionnera jamais. Ben non, mais c'est ça que j'allais dire, parce que l'impact, le nombre de G est assez impressionnant. C'est ça. Mais tu sais, on se ramasse avec des joueurs de 5 et 5 maintenant dans la Ligue nationale de hockey, 5 et 6. C'est des athlètes olympiques, là, on va se le dire. Mais je me dis, peut-être qu'un jour, on verra ces filles-là. C'est une idée qui m'est venue en jasant de notre sujet. Et puis on a le droit d'espérer, puis tu sais, on a le droit de les encourager, on a le droit à ça. Comme je te dis, à l'heure actuelle, moi, je pense pas. Le futur, on verra. On n'est pas rendu là. Parce que comme je te dis, les meilleures filles canadiennes là, qui sont sur l'équipe olympique ont joué contre du midget 3A garçon, puis ils se sont fait planter. Fait que on est encore très très loin, mais moi j'espère qu'un jour ça va arriver. Comment ça va tes petits gros? Ça va très bien. Oui. Oui, mais ben là, j'ai un autre, j'appelle ça ma batch, une autre batch de petits gros le 13 septembre qui commence. Ouais. Fait qu'on est en période d'inscription. Puis il y a mon épouvantable le spectacle du 26 septembre qui s'en vient. Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. Ça va. Ça, c'est ici, à la salle de Bourgneuf. Oui, à la salle de Bourgneuf, ici, le 26 septembre. On peut avoir des billets comment? Tu vas sur denisboucher.com, puis tu vois le show est annoncé, puis tu peux acheter ton billet en ligne. C'est sur le pointdevente.com que tu peux trouver mon show là. C'est vraiment une superbe caricature du comportement humain. Ben ouais, mais comment je vais trouver mon compte, moi, si je vais là, le 26? Pour t'amuser. Ouais. Vraiment pour t'amuser. Parce que moi, je vais te raconter 30 ans d'histoire de petits gros. C'est vraiment ça. Puis il était une fois un petit gros. Mais ce que je veux faire comprendre aux gens là-dedans, c'est que tu as le contrôle de tes comportements. Tu peux choisir de les contrôler, tu peux choisir de ne pas les contrôler. Si tu choisis de ne pas les contrôler, accepte commenter, puis ça ne me regarde pas. Mais si tu veux pas les contrôler, puis tu te plains que t'es gros, puis ça va pas bien, mais c'est parce que tu te mens à toi-même. Et c'est un peu ça que je veux caricaturer pendant tout le long du show. Tu n'auras pas d'apprentissage songé sur la perte de poids. Ça va être vraiment des claques d'en face à répétition. Puis voici comment t'es, voici comment tu dois réfléchir. Et c'est vraiment de te remettre en question. Puis il y en a qui vont venir juste pour le fun. Il y en a d'autres qui vont venir juste parce qu'ils vont rire d'eux autres. Puis ils ont envie de rire d'eux autres. C'est vraiment quelque chose de léger. Puis sauf faut que tu aies un petit peu le sang. Faut que tu aimes l'humour noir et sarcastique. C'est vraiment ça. Doug Boucher, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On a eu des belles discussions aujourd'hui. On en rejasera dans une couple de jours. D'ailleurs, tu es un des invités préférés dans Mars au soir. C'est ce que les auditeurs me mentionnent. Merci beaucoup. On va te voir le 26 septembre prochain pour ce qui est de ta conférence humoristique. Le Doug Boucher qui devient un humoriste à l'instant d'un moment. C'est combien de temps à peu près? Ça va durer 1h15, 1h30. 1h15. Puis moi, j'espère pas plus que 50 personnes. OK. Dans la salle. J'espère pas plus. Et si ça passe, si c'est bon, j'en fais un brou. C'est-à-dire, je vais le répéter le reste de mes jours je vais le répéter régulièrement jusqu'à la fin de mes jours. Fait qu'on va chercher les billets sur denisboucher.com ou encore pour les gens qui ont des problèmes avec le poids, qui ont essayé toutes les diètes possibles puis qui veulent faire affaire avec un expert qui fait ça depuis des années puis qui est capable de vous aider efficacement puis pour que ça dure très longtemps, denisboucher.com. Hey Yannick, merci. Merci tout le monde. Bye bye.